Bonjour tout le monde, je m'appelle Alicia Inosova, société Route to Business et aujourd'hui on va parler du contenu et l'ergonomie d'un site éditeur logiciel. Avant de commencer le webinaire, j'aimerais bien me rassurer que vous voyez bien la présentation et que vous m'entendez, vous me voyez bien. Est-ce que vous pouvez me confirmer ça par le biais de chat, s'il vous plaît? Alors, tout est bon. Bon, parfait. J'espère que c'est comme ça pour tout le monde. Alors, on va commencer donc notre présentation et n'hésitez pas tout au long du webinaire me poser vos questions et à la fin du webinaire, donc je vais essayer de répondre à toutes les questions. Alors, pourquoi donc aujourd'hui on va parler du contenu et d'ergonomie d'un site éditeur logiciel? Pour répondre à cette question et vraiment de comprendre le pourquoi du sujet d'aujourd'hui, on va parler d'abord des spécificités d'une offre éditeur logiciel. Tout d'abord, une offre éditeur est innovante. Pourquoi? Parce que très souvent, une offre d'éditeur logiciel répond à des problématiques clients, à des problématiques prospects dont le client lui-même n'est pas encore conscient. C'est pour ça, on va dire que la majorité des offres des éditeurs de logiciels sont innovantes. Et c'est pour ça, un éditeur de logiciel, avant de faire la proposition de son logiciel, avant de créer l'offre, il doit créer ce besoin, il doit formaliser ce besoin. Donc c'est pour ça, on doit passer par la phase d'évangélisation. Deuxième élément qui caractérise les éditeurs de logiciels, c'est qu'une offre logicielle est intangible. C'est-à-dire, avant de tester, d'acheter un logiciel, on ne sait pas, en fait, on ne peut pas juger de sa performance, de son efficacité. Et c'est pour ça, avant de vendre un logiciel, un éditeur de logiciel doit vendre d'abord son entreprise et son expertise. C'est pour ça on va démontrer l'expertise, on va démontrer la connaissance de l'écosystème avant de faire les propositions directement. Donc c'est pour ça on a très souvent besoin de bien travailler notre site internet, de travailler notre contenu et on va regarder maintenant quels sont les éléments à travailler en termes de contenu afin de répondre donc à ces deux objectifs principaux, évangélisation et de la démonstration d'expertise. Tout d'abord, aujourd'hui, c'est une nécessité, c'est une obligation d'avoir un site internet responsive. Donc, si vous utilisez des CMS, donc des Content Management Systems de type Drupal, Joomla ou en majorité aujourd'hui WordPress, donc vous pouvez être quasiment à 100% tranquille parce que ces CMS permettent d'avoir des sites responsifs. Mais quand même, il existe des thèmes qui sont pas responsifs et donc ils s'adaptent pas à tous les supports, c'est-à-dire mobile et tablette. Donc dans ce cas-là, je vous conseille de faire le test de compatibilité afin d'être sûr que votre site est user-friendly, mobile-friendly. Donc c'est-à-dire les moteurs de recherche vont vous référencer de façon efficace parce que vous répondez aux exigences des internautes d'aujourd'hui. Donc, vous pouvez également regarder ce guide qui permet donc d'évoluer votre CMS si jamais il n'est pas responsive actuellement. Donc, mais aujourd'hui, donc c'est la chose numéro un à faire de proposer un site internet qui s'adapte correctement à tous les supports. Deuxième élément qu'on doit retrouver sur votre site parce que c'est une obligation législative et surtout si vous utilisez des outils de tracking comme Google Analytics, Piwik, un outil de marketing automation, un outil d'email qui fait le tracking également de la navigation des internautes sur votre site. Dans tous ces cas, il est indispensable de mettre en place cette notification sur l'utilisation des cookies. Donc, vous voyez sur vos écrans un exemple qui est bien détaillé. Donc, c'est un exemple des Dassault Systèmes qui indique aux internautes qui se connectent pour la première fois sur ce site que le site de Dassault Systèmes donc collecte les informations sur la navigation des internautes et dans quel but, dans quel objectif. Donc ça, c'est très important d'indiquer aux internautes. Vous pouvez également diriger les internautes sur les modalités de paramétrage de leur navigateur. S'ils sont sur Chrome, ils peuvent, dans ce cas-là, naviguer leur navigateur Chrome s'ils ne souhaitent pas que Chrome
collecte les cookies, où vous pouvez donc diriger vos internautes sur les mentions légales dans lesquelles vous expliquez pourquoi, dans quel objectif, pour quelle finalité vous collectez donc ces données. Donc ça, c'est très important. Vous pouvez bien sûr opter pour une notification qui est beaucoup plus simple, ce qu'on voit très souvent actuellement, mais en tout cas, cette notification doit être présente sur votre site à la première connexion. Vous pouvez la mettre en haut de la page, en bas de la page, vous pouvez faire une fenêtre pop-up qui s'affiche sur le côté, mais cette notification doit être présente. Un autre élément indispensable pour avoir un site internet de qualité qui répond aux exigences d'aujourd'hui et surtout qui permet de convertir, c'est le fait que les cibles se reconnaissent et reconnaissent leurs problématiques très facilement et très rapidement. C'est-à-dire pendant les premières secondes de connexion sur votre site, les internautes doivent déjà comprendre que oui, ce site est destiné pour leur secteur d'activité, pour leur métier, pour leurs problématiques. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire? Il y a différentes façons de le faire. Tout d'abord, vous pouvez utiliser donc une proposition de valeur, c'est-à-dire vous mettez une phrase qui reflète votre activité, donc qui reflète la problématique client, et vous utilisez cette proposition de valeur en statique, par exemple, sur toutes les pages de votre site à côté du logo, comme c'est présenté ici sur le premier exemple. Sinon, vous pouvez aussi choisir le carrousel d'images. Et dans ce cas-là, dans chaque image, vous présentez une cible particulière parce que très souvent, bien sûr, on n'a pas une seule cible, mais on a plusieurs domaines d'activité stratégique. Et donc là, on est obligé de parler à tout le monde. Et donc, dans ce cas-là, le carrousel des images va vraiment nous aider pour que toutes les cibles de tous nos domaines d'activité stratégique se reconnaissent. Donc, bien sûr, dans cette image, les gens doivent reconnaître déjà leur métier, leur secteur d'activité, mais aussi on doit leur proposer, donc on doit leur parler, on doit mettre un appel à l'action vers un contenu plus poussé, plus intéressant, donc comme c'est fait dans cet exemple-là. Et troisième façon de faire, ça peut être la vidéo sur l'arrière-plan. Donc cette façon est utilisée par pas mal d'éditeurs logiciels, mais par contre il y a bien sûr ses avantages et ses inconvénients. L'avantage c'est que tout de suite je vois la vidéo, je reconnais mon métier, je reconnais mon secteur d'activité et là il n'y a pas de doute, il s'agit de moi et ce site est fait pour moi. Par contre, il y a des inconvénients parce que si vous avez plusieurs secteurs d'activité qui sont complètement différents, plusieurs DAS différents, ça sera difficile de trouver une vidéo qui correspondra à tous ces DAS, bien évidemment. Donc là, dans ce cas-là, vidéo, ça ne sera pas pour vous. Si également la vidéo que vous mettez en place est trop lourde et il ne se charge pas, dans ce cas-là, encore une fois, l'internaute va être déçu, va partir rapidement de votre site, c'est-à-dire le résultat sera le contraire de ce qu'on voulait faire. Et aussi, faites attention, c'est que sur mobile, on ne pourra pas afficher une vidéo. Pour mobile, pour la version du site mobile, on va toujours privilégier quand même des bandeaux d'images, des carousels d'images, parce qu'encore une fois, la vidéo ne s'affichera pas parce que c'est un contenu très lourd. Donc, vous voyez, il y a ses avantages et ses inconvénients. Donc, pour voir en pratique comment ça se présente, je vous conseille de regarder ces deux sites, par exemple pictochart.com ou mailjet.com. Donc, ce sont deux éditeurs de logiciels qui ont choisi la vidéo sur l'arrière-plan. Et je pense que vous allez vite comprendre que le choix de la vidéo est aussi primordial. Parce que, d'après mon point de vue, la vidéo de Mailjet, vous allez le vérifier, mais la vidéo de Mailjet était mal choisie parce qu'on ne reconnaît pas le secteur de l'emailing. On reconnaît juste un secteur qui peut être appliqué à pas mal d'entreprises, malheureusement. Donc, vous voyez, il y a quand même toujours ses avantages et ses inconvénients et il faut faire attention. Un autre élément qu'on doit obligatoirement trouver sur le site d'un éditeur de logiciels, c'est la page entreprise, la page équipe. Donc, juste avant de passer donc, à ce slide, je vois que
je vois un message que c'est bloqué. Est-ce que vous pouvez me confirmer ou est-ce que tout va bien? Est-ce que quelqu'un pourrait me répondre, s'il vous plaît? Tout va bien. Bon, merci beaucoup Antoine. Donc je continue. La page d'entreprise et la page d'équipe est vraiment très très importante pour un éditeur logiciel. Pourquoi? Tout d'abord, ça sera une page dans laquelle vous allez vraiment démontrer votre expertise, votre histoire de l'entreprise, c'est-à-dire combien de temps vous êtes sur ce secteur d'activité, quelles sont vos dates clés, des chiffres clés, quelles sont les valeurs d'entreprise. Peut-être vous allez mettre le mot de président, etc. Mais l'objectif de cette page, c'est vraiment de démontrer l'expertise que vous avez, dont vous disposez dans ce secteur d'activité. Et aussi, c'est un moyen de présenter l'équipe parce que malheureusement, pas toutes les entreprises le font, donc il faut le faire parce qu'il faut donner le visage à votre entreprise, il faut la valoriser de cette façon. Bien sûr, vous pouvez opter pour une image un peu fan comme ici, vous pouvez choisir de présenter l'équipe de façon plus classique en mettant donc une photo de la personne, donc comme vous souhaitez, mais cette page doit avoir lieu sur votre site internet. Pour vous pour vous garantir ça, il faut tout simplement aller sur le site sur Google Analytics et regarder le nombre de connexions sur cette page. Vous allez voir que c'est une des pages qui est le plus visitée. Après, on va parler maintenant des incitations à l'action. Donc, c'est-à-dire des éléments sans lesquels les conversions ne vont pas avoir lieu tout simplement. Pourquoi? Parce que les personnes, les gens, les internautes, ils ont besoin de ces incitations pour comprendre qu'est-ce qu'on attend d'eux. Donc, en fait, il faut tout simplement inciter à l'action. Si vous souhaitez que la personne vous contacte, il faut mettre le bouton de contacter. Si vous avez un événement de webinar, de salon, etc., il faut en parler tout de suite dès que l'internaute arrive sur le site. Parce qu'encore une fois, on navigue très vite, on est très fluide sur le site et si un appel à l'action est juste sous forme d'un lien hypertexte, on peut passer à côté sans le voir. Donc c'est pour ça il faut privilégier les boutons et il y a aussi encore une fois différentes façons de faire. Par exemple, tout d'abord, vous pouvez sur la page d'accueil mettre des appels à l'action sous forme de boutons, comme par exemple ici, demande de démo, contact, etc. Et après, tout au long de la navigation, ces appels à l'action vont être visibles sur n'importe quel endroit de la page. Ça, c'est très pratique pour que l'internaute, quand par un moment ou un autre, il a une question, il a envie de vous contacter parce qu'il a compris que vous êtes vraiment expert dans ce domaine d'activité, il a envie de vous contacter et il ne cherche pas le bouton de contact quelque part en haut de la page, en bas, dans le footer, mais l'appel à l'action, il est là, sur le côté, en tout petit, mais visible. Ça, c'est un avantage. Pareil, si par un moment l'internaute il a regardé une vidéo et il a compris que vous êtes vraiment expert et il souhaite avoir une démo une démo personnalisée, encore une fois, l'appel à l'action sera juste là où il le faut. Donc ça, c'est important. Après, si vous avez des événements ponctuels, comme par exemple des salons, des webinars, etc., vous pouvez faire des appels à l'action sous forme de bandeaux. C'est-à-dire, quand j'arrive sur votre site, je vois un bandeau qui s'affiche en haut de la page et qui me parle de votre prochain événement. Encore une fois, ça permet de capter des internautes qui ne seraient pas allés de façon naturelle sur la page événements, webinaires, etc. Mais là, ça sera visible pour tout le monde. Donc, réfléchissez à des façons par lesquelles vous pouvez présenter ces call to action, mais sachez que c'est vraiment super important, c'est ça qui permet de convertir. Ce qui est très important également, c'est l'emplacement de l'appel à l'action. Si par exemple vous avez un formulaire d'inscription à la newsletter et vous l'avez mise et vous avez mis ce formulaire que sur la page d'accueil, il ne faut pas s'attendre à énormément d'inscrits. Pourquoi? Parce que quand l'internaute il navigue sur votre page d'accueil, il ne connaît pas encore tous les contenus que vous proposez. Donc, il ne peut pas juger vos contenus intéressants et il ne va pas s'inscrire à votre newsletter parce qu'il en reçoit déjà beaucoup.
Par contre, si vous mettez ce formulaire d'inscription sur la page de blog, à côté de vos articles de blog où vous démontrez votre expertise, où vous êtes régulièrement, vous présentez donc les études de cas, les vidéos, etc. Là, c'est complètement autre chose. Là, vous allez voir que le nombre d'inscrits va augmenter parce qu'à côté de votre incitation à l'inscription, il y a l'épreuve comme quoi votre contenu est vraiment de qualité. Voilà, donc c'est pour ça l'emplacement des appels à l'action est super important. On va parler aussi d'un élément comme le fil d'Ariane. Donc un élément qui est malheureusement des fois oublié, mais il faut quand même le mettre, surtout si votre site internet est complexe, surtout si vous avez beaucoup de domaines d'activité stratégique et pas un seul. Donc c'est-à-dire votre site va être forcément complexe. Vous allez avoir forcément beaucoup de menus, beaucoup de catégories, beaucoup de pages. Donc dans ce cas-là, le fil d'Ariane va aider aux internautes de comprendre déjà où ils sont, sur quelle page ils se trouvent, mais aussi ça permettra au moteur de recherche de vous indexer le mieux possible. D'accord? Donc c'est pour ça cet élément, mettez-le en place parce que c'est vraiment un avantage et pour les internautes et pour les moteurs de recherche pour votre référencement naturel. Après, parlons maintenant de la présence sur les médias sociaux. Donc aujourd'hui, la question ne se pose plus, c'est-à-dire on se dit plus est-ce que j'y vais ou j'y vais pas. Non, on y va. La question maintenant, sur quels médias sociaux on va? Parce qu'encore une fois, en fonction de votre secteur d'activité, en fonction de votre cible, on ne va pas aller sur tous les médias sociaux qui sont disponibles actuellement sur le marché, bien évidemment. On va choisir peut-être 3 parmi cette panoplie des médias sociaux, ou 2 seulement, à voir et à analyser d'abord, est-ce que votre cible est bien présente sur Facebook, est-ce qu'elle est bien présente sur Twitter, LinkedIn, etc. Sinon, on peut y aller juste pour le référencement naturel parce que, encore une fois, les petits liens que vous allez mettre sur Facebook, même si votre audience n'est pas trop présente dessus, vont vous aider à améliorer votre référencement naturel. Mais après, il ne faudra pas s'attendre à ce qu'il y aura beaucoup de connexions à partir de Facebook, etc. Donc, au niveau du site Internet, comment on procède? Tout d'abord, il faudra faciliter l'accès à vos pages d'entreprise. Parce que, encore une fois, il faudra les mettre en évidence pour que les internautes, quand ils ont envie, ils aillent facilement sur votre compte Twitter, Facebook et LinkedIn. Donc ça se fait d'habitude en haut de la page ou en bas de la page dans le footer, mais en tout cas, ça doit être mis en évidence. Et deuxième façon de faire, donc de démontrer votre présence sur médias sociaux, c'est de mettre les boutons de partage après vos contenus. Encore une fois, pour ça, il faudra bien sûr avoir du contenu, avoir peut-être un blog, avoir une page d'actualité et n'hésitez pas à inciter, à partager encore une fois tout ce que vous publiez sur les médias sociaux. Un élément clé pour un éditeur de logiciel, ça sera un témoignage client. Il y a différentes façons de produire un témoignage client. Donc, ça peut être un témoignage client écrit, mais très simple, c'est-à-dire vraiment quelques lignes seulement, quelques lignes de témoignage avec le logo de l'entreprise, le nom de la personne, le poste, etc. Donc, pour ça, vous pouvez créer une page qui s'appelle vraiment témoignage client et la mettre dans le menu client. Si vous souhaitez aller un peu plus loin, vous pouvez créer les témoignages clients vidéo ou les études de cas. On en parlera tout à l'heure. D'abord, comment est-ce qu'on peut collecter ces témoignages? Ces tout premiers témoignages clients les plus simples. Parce que, encore une fois, c'est pas toujours très simple. Donc, il faut trouver la bonne période pour le faire. Par exemple, vous pouvez lancer les questionnaires de satisfaction après quelques mois d'utilisation de votre logiciel. Vous pouvez lancer le questionnaire de satisfaction après les formations et demander aussi l'avis sur votre entreprise, sur la façon de comment ça se passe, etc. Vous pouvez faire les demandes de témoignages par les médias sociaux, encore une fois. Si votre cible est bien présente sur LinkedIn ou Twitter, donc n'hésitez pas à envoyer des messages privés ou des messages automatisés donc sur ces médias sociaux. Ou tout simplement, vous pouvez faire un appel téléphonique à votre client et de lui demander s'il souhaite bien répondre à quelques questions et après, bien sûr, envoyer ce témoignage que vous avez rédigé pour la validation.
Il faut toujours proposer les questions sur lesquelles le client doit répondre parce que quand on est sur une page blanche, on a un peu du mal, on ne sait pas par quoi commencer. Donc, aidez vos clients à témoigner sur vous et vous allez voir qu'ils vont être plutôt ravis de le faire. Après, bien sûr, il faudra travailler une page sur votre site avec tous les témoignages en les mettant, en les actualisant régulièrement ou aller plus loin et de créer, par exemple, un témoignage client vidéo. Donc là, bien sûr, ça sera un peu plus difficile à faire, mais ça vaut le coup parce que dans tous les cas, ça sera un contenu qui sera gagnant-gagnant pour les deux, et pour vous et pour votre client, parce que tous les deux vont travailler son expertise, sa notoriété, donc à travers cette vidéo. Donc je vous invite de regarder les vidéos de Salesforce parce qu'ils ont vraiment axé quasiment toute leur stratégie de marketing vidéo sur des témoignages clients et comme ça, vous allez voir en fait comment est-ce qu'on procède, par quoi on commence. On va toujours commencer par la problématique client, par la, par la, mise, en, par la mise en situation, par la découverte du métier, par la problématique client et juste après, on va passer à notre offre logicielle et au témoignage, au remerciement envers l'éditeur logiciel. Donc, je vous invite vraiment de regarder quelques vidéos de Salesforce sur YouTube donc comme ça, vous allez avoir les idées aussi, de bonnes idées pour vos propres vidéos. Sinon, si on n'est pas prêt encore à faire des vidéos de témoignages clients parce que, encore une fois, donc, le client ne souhaite pas pour le moment ou on n'a pas encore du matériel pour, on peut faire des études de cas, des cas clients ou de success story. Donc tout ça, ça porte des noms différents, mais ça reste toujours le même contenu, à une forte valeur ajoutée parce qu'il n'y a pas mieux en fait pour parler à nos prospects et pour les convertir vers les clients. Donc, comment est-ce qu'on procède? Tout d'abord, on va commencer par le contexte, par la problématique. Donc, on évoque la problématique dans laquelle le client se trouvait avant de nous rencontrer. On va parler des enjeux, donc quel était le challenge pour le client et pour nous aussi en tant qu'éditeur de logiciel. Qu'est-ce qu'on lui a proposé? Est-ce que notre solution était innovante? Est-ce qu'il la connaissait, etc. Donc voilà, donc ça c'est super important. Et bien sûr, on va à la fin proposer on va parler des objectifs atteints et on va aussi mettre en place des résultats. C'est-à-dire, on va parler de l'évolution du chiffre d'affaires, on va parler de l'évolution du nombre de conversions, etc., etc. Donc, il faut fournir des résultats atteints. Donc, une étude de cas, normalement, c'est une page ou deux qu'on peut compléter avec un témoignage client. Ça, c'est vraiment un atout. Et après, il y a différentes façons de diffusion de cette étude de cas sur votre site en accès libre. Donc ça, c'est peut-être la meilleure façon de le faire parce que plus on est ouvert, plus on montre notre contenu, donc plus on a de chances que, encore une fois, les internautes vont le lire facilement. Mais il y a aussi une autre façon de faire, c'est par exemple de proposer une étude de cas en échange des coordonnées, c'est-à-dire de proposer le téléchargement de ce contenu. Bien sûr, vous mettez en avant une petite description, un petit teaser sur le contenu, déjà pour susciter, pour créer l'intérêt. Et après, l'internaute, pour lire la suite, il devra fournir quelques coordonnées. Donc ça, c'est à vous de voir comment est-ce que vous souhaitez le diffuser. Mais en tout cas, sachez qu'une étude de cas pour un éditeur logiciel, c'est vraiment le contenu numéro un à faire. Et c'est vrai que très souvent, les éditeurs, ils ont déjà ces contenus, juste il faut peut-être le remodifier, le retravailler un petit peu, le reformater et une étude de cas donc va avoir lieu. Parlons maintenant du blog. On a déjà parlé du contenu comme étude de cas et parlons maintenant du blog, du contenu, du content marketing. Donc, beaucoup d'éditeurs logiciels aujourd'hui se lancent dans la stratégie du marketing du contenu et ça, c'est une bonne chose parce que c'est à travers du contenu qu'on va pouvoir évangéliser et démontrer notre expertise. Donc, le blog peut avoir, encore une fois, peut être différent. Soit vous le créez sur votre site internet, c'est-à-dire vous créez un onglet qui va s'appeler blog et c'est dedans que vous allez publier vos derniers articles, vos dernières études de cas, etc., vos derniers contenus.
Soit, si vous souhaitez vous positionner comme un média à part, dans ce cas-là, vous pouvez créer vraiment un site à part. Donc, c'est-à-dire, vous commencez tout à zéro. Vous achetez un nouveau nom de domaine, vous créez le nouveau site, et là, vous travaillez son référencement dès le zéro pour faire en sorte que ce média soit considéré comme à part, pas appartenant vraiment à votre site internet. Mais sachez que cette deuxième façon de faire demande beaucoup plus de contenu, beaucoup plus d'efforts et beaucoup plus de temps. Donc c'est pour ça la plupart d'éditeurs qui travaillent le blog au sein du site. Et moi, je trouve que c'est une très bonne façon de faire parce que ça travaille en même temps le référencement naturel. Chaque contenu que vous rajoutez, chaque article de blog que vous rajoutez sur votre blog, ça permet de travailler votre référencement naturel, les mots-clés long terme, les mots-clés long terme, etc., etc. Donc, c'est pour ça le blog sur le site, c'est quelque chose de très bien et c'est plus simple de le gérer parce que, encore une fois, on peut faire un contenu tous les 15 jours, tandis que quand c'est un blog comme un média à part, là, on est obligé de publier plusieurs fois dans la semaine. Donc, vous voyez la différence. Quels sont les prérequis pour que le blog et le marketing du contenu fonctionnent? Et tout d'abord, il faudra travailler la veille éditoriale, c'est-à-dire il faudra regarder tous les sites, tous les médias, tous les concurrents, qu'est-ce qu'ils publient. Il faudra peut-être mettre des alertes, configurer des outils spécialisés pour effectuer la veille, pour être au courant de tout ce qui se passe dans votre secteur d'activité, dans votre écosystème, mais aussi pour avoir des idées pour vos propres contenus, pour regarder quels sont les titres qui sont utilisés dans votre secteur d'activité. Donc la veille éditoriale est vraiment indispensable. Si jamais vous avez des questions concernant la veille, donc je vous invite de regarder sur notre blog, il y a un article destiné à ça qui a été publié il n'y a pas si longtemps. Donc, entre-temps, je vois encore des messages qui me disent qu'il y a un petit souci. Est-ce que vous pouvez me confirmer que tout va bien? S'il vous plaît, comme ça je continuerai. Parfait, merci beaucoup. Alors, donc la première chose à faire pour le marketing du contenu, c'est encore une fois la veille éditoriale. Une fois vous recevez, vous voyez tout ce qui se publie dans votre secteur d'activité, vous pouvez commencer déjà à avoir vos propres idées et réfléchir à des problématiques clients dont vous êtes forcément au courant parce que vous êtes expert dans ce secteur d'activité, vous connaissez vos clients, vous voyez régulièrement les prospects, vous connaissez leurs problématiques. Si c'est pas vous, si c'est pas vous en tant que marketeur, mais en tout cas les chefs produits, les gens de support, les formateurs, etc., les commerciaux, ils sont au courant de ces problématiques clients. Et il faudra donc que vous travailliez ce planning éditorial afin de proposer le contenu adapté à votre cible. Le planning éditorial doit être fait à long terme, c'est-à-dire au moins pour les 6 mois à venir. Au moins 2 fois la publication par mois, avec 15 jours de différence. Pourquoi c'est indispensable? Parce qu'on doit montrer qu'on est régulier dans la création du contenu, que ce contenu donc est orienté vraiment client et pas notre offre, c'est-à-dire on ne fait pas la promotion de notre logiciel, mais on met en avant notre expertise. Et donc ça marche vraiment très très bien. Après, à la fin de votre article, n'hésitez pas à lancer des discussions, incitez à commenter. Donc, comme par exemple l'exemple ici, vous avez un formulaire pour envoyer un commentaire, vous avez aussi une petite question à laquelle donc, tout le monde peut répondre. Donc ça, c'est très intéressant et très important également pour créer cette interaction avec les internautes. Quels sont d'autres éléments clés pour un site éditeur de logiciels? Comme on a déjà vu, un élément clé, c'est bien sûr de convertir, c'est-à-dire de passer d'un étape de visiteur vers un prospect et après vers le client. Et pour ça, on va utiliser les formulaires. Les formulaires de contact, de demande de démo, de demande de devis, le formulaire d'inscription à la newsletter, etc., etc. En fait, c'est vous qui déterminez qu'est-ce qui est une conversion pour vous. Parce que, voilà, donc si vous proposez des études de cas ou des livres blancs en téléchargement, donc peut-être c'est ça qui va être considéré comme une conversion pour vous. Après, sur le site d'un éditeur logiciel, on doit retrouver
facilement les catégories. Encore une fois, ça concerne surtout les éditeurs qui travaillent dans plusieurs secteurs d'activité, avec différents domaines d'activité stratégique. On doit très rapidement retrouver la catégorie qu'il nous faut. Bon, les tarifs, on en parle, mais encore une fois, c'est un sujet c'est un sujet spécifique. Donc, il y a des éditeurs qui mettent des tarifs, il y en a d'autres qui ne les mettent surtout pas. Donc, c'est encore une fois une stratégie à prendre pour vous. On va aussi travailler les actualités sur notre site internet. Par contre, il ne faut pas confondre la partie actualité et la partie de blog. Le blog, c'est ce qu'on vient de voir avec vous, c'est vraiment le contenu orienté problématique client. Le contenu orienté votre expertise, évangélisation sur un sujet peut-être. Actualité, c'est vraiment actualité de votre entreprise. C'est les salons où vous avez participé, c'est votre anniversaire, votre déménagement, déménagement de la société, etc., etc. Donc, c'est pas la même chose. Il faut pas mettre les articles il faut pas mettre les actualités dans la partie du blog parce que comme ça, en fait, vous allez un peu, si je peux le dire, tromper les internautes parce que quand on va sur le blog, on s'attend à des contenus de qualité, à des réflexions sur des problématiques et on n'attend pas vraiment à voir les actualités de l'entreprise. Donc, c'est autre chose. Vous pouvez bien sûr le mettre en place sur le site et il faut le mettre, mais peut-être appeler ça justement actualité et pas blog. Et vous pouvez également parler des partenaires. Donc ça, c'est aussi un élément clé. Pourquoi pas parler des partenaires, surtout, donc il y a beaucoup d'éditeurs qui ont des partenaires qui ont une forte notoriété. Ça nous permettra aussi de travailler notre référencement naturel, c'est-à-dire le netlinking, faire peut-être l'échange de liens avec certains partenaires. Donc c'est pour ça cette partie des partenaires que vous pouvez travailler soit dans le menu principal, soit dans le footer de votre page est très importante. Voici, donc concernant les éléments clés qu'il faut retrouver absolument sur un site d'éditeur logiciel. Peut-être vous avez de votre côté aussi d'autres éléments que vous considérez comme importants, comme par exemple la fenêtre pour le chat. Mais encore une fois, là, il faut être toujours présent. Il faut en tout cas assurer la présence et la réponse dans les plus brefs délais. Des fois, on n'a pas des ressources pour ça tout simplement. Mais en tout cas, les éditeurs qui ont testé ça, qui ont testé la possibilité de chatter, ils sont plutôt contents. La même chose, je peux dire, concernant les éditeurs qui ont mis en place le bouton de rappeler immédiatement le client, le prospect. Mais là, encore une fois, il faut être toujours derrière pour pouvoir rappeler dans les plus brefs délais, pour satisfaire encore une fois l'internaute. Maintenant, j'attends vos questions. Entre-temps, donc, je vous invite également à nos prochains webinaires qui vont avoir lieu donc bientôt dans quelques semaines. Donc, ça sera un webinaire sur la stratégie marketing à prendre pour des éditeurs logiciels, comme par exemple l'évolution du positionnement des éditeurs. Un webinaire un peu plus pratique, un peu plus dans la pratique, et donc sur LinkedIn Ads pour des éditeurs logiciels. On verra vraiment le côté pratique, comment les créer. Et ainsi de suite. Donc, je vous invite de regarder ça en détail. Alors, donc j'ai une question. Alors, une partie actualité doit-elle être visible dès la page d'accueil? Ou faut-il présenter le logiciel dans la page d'accueil? Alors, concernant la partie actualité, oui, elle peut être très bien visible. Donc, déjà, vous pouvez mettre actualité dans le menu. Comme ça, donc ça sera visible toujours. Après, vous pouvez mettre actualité également dans le footer, donc juste un accès vers la page actualité. Mais aussi, ce que vous pouvez faire, c'est bien sûr ressortir les actualités, les dernières actualités, sous forme de soit des bandeaux, soit le message qui s'actualise. Donc oui, vous pouvez tout à fait l'afficher également sur la page d'accueil. Où faut-il présenter le logiciel dans la page d'accueil? Encore une fois, donc vous pouvez en parler déjà sur les carousels d'images, mais en commençant toujours par la problématique client. C'est-à-dire, il faut parler du logiciel, mais en commençant d'abord par le pourquoi, par la problématique client, et pas tout de suite parler des fonctionnalités, etc. Il faut parler plutôt bénéfices
client, problématique client et passer directement et passer au fur et à mesure au logiciel. Donc, et ça peut être fait au niveau des, comme on a vu, au niveau donc des bandes d'images, au niveau de propositions de valeur à côté du logo, etc. Alors, pourrait-on avoir votre présentation par email, s'il vous plaît? Oui, normalement, vous pouvez maintenant la télécharger parce que vous avez dans votre menu documents à distribuer. Donc, et normalement, vous avez accès au PDF de cette présentation. Donc, vous pouvez la télécharger tout de suite. Si ça ne marche pas, je peux vous l'envoyer également par mail. Une autre question. Bonjour, mon entreprise a 2 sites différents avec exactement les mêmes actualités au mot près sur les 2 sites. N'est-ce pas pénalisant pour le SEO? Une bonne question, parce que c'est vrai que le contenu dupliqué, comme c'est dans votre cas, c'est-à-dire les actualités qui sont identiques sur les 2 sites, c'est vrai que c'est quelque chose qui se fait pas trop. Parce que pour les moteurs de recherche, ça sera des pages identiques avec le contenu identique sur 2 sites différents. Donc c'est plutôt pénalisant. Après, ça dépend aussi avec quelle fréquence vous le faites. Est-ce que c'est vraiment très régulièrement que vous le faites ou c'est de temps en temps? Mais essayez peut-être quand même de changer les mots. Oui, c'est peut-être difficile de parler de la même chose de façon différente, mais il faudra le faire parce que garder cette façon de faire, c'est peut-être pas la meilleure solution pour le SEO. Pour les tarifs des logiciels, est-ce que c'est mieux de les afficher ou de faire un formulaire pour demander de devis? Là, par contre, ça dépend complètement de votre stratégie parce qu'encore une fois, il y a des éditeurs qui n'hésitent pas à mettre en avant la tarification parce que, en tout cas, ils ont des tarifs bien précis. Donc, là, ça ne change pas, c'est en fonction des fonctionnalités. Et il y a d'autres éditeurs qui peuvent personnaliser cette façon de cette tarification en fonction des besoins du client, etc. Là, malheureusement, je ne pourrais pas répondre à votre question clairement parce que ça dépend beaucoup de vous et comment vous le voyez. Après, ça ne choque personne qu'on ne voit pas des tarifs aujourd'hui, surtout si c'est un logiciel à quand même un coût élevé. Là, il n'y a pas de doute qu'on ne va pas mettre les tarifs en place. Par contre, si c'est des tarifs qui commencent à partir de 15, 20, 30 euros par mois, là, on peut les présenter. Mais encore une fois, ça, c'est à vous de voir. Vaut-il mieux un site responsive ou avoir un site normal, un site dédié au mobile? Non, il vaut mieux un site responsive parce que un site responsive qui s'adapte au mobile, tablette, etc. Pourquoi? Parce que imaginons vous envoyez une invitation à un événement ou une newsletter et la majorité des ouvertures aujourd'hui se fait par email, par mobile, pardon. Donc, c'est-à-dire, il faudra que dans votre newsletter, vous mettez le lien vers le lien mobile et donc vous voyez, c'est-à-dire ça sera un peu plus compliqué. Donc, il faut quand même avoir un site responsif qui s'adapte à tous les supports en même temps. Si jamais vous vous dites que ça sera difficile de passer votre site existant vers la version responsive, c'est vrai, il vaut mieux, en tout cas les programmeurs, les gens qui travaillent donc qui créent les sites internet, conseillent de commencer dès le zéro, de ne pas passer un site qui n'est pas responsive vers le site responsive parce que ça va créer plutôt des problématiques. Il vaut mieux créer plutôt le site dès le zéro. L'activité éditeur est une nouvelle activité. Est-il préférable de créer un site dédié pour mettre en valeur la solution? Alors, donc ça c'est encore une fois une question à laquelle je ne pourrais pas vous répondre comme ça tout de suite. Parce qu'il faudrait voir en fait est-ce que votre activité d'éditeur est liée avec ce que vous faisiez déjà avant, etc. Donc ce que je préfère vous peut-être répondre par email à cette question. Alors, donc quelques conseils sur une vidéo démo de logiciel. Est-ce bien ou pas visible ou seulement accessible si demande du prospect? Encore une fois, ça dépend beaucoup de vous, de votre stratégie. Si la démo de logiciel, si ça vous gêne pas de mettre la démo du logiciel visible à tout le monde, y compris à des concurrents, etc., qui peuvent venir la regarder tranquillement sur YouTube, vous pouvez le faire. Si vous n'avez rien à cacher, vous pouvez le faire, bien sûr. Mais quand même, la plupart du temps, ça pose des soucis et il vaut mieux faire une demande à travers du formulaire et c'est après que vous donnez accès à la vidéo. Normalement, ça se fait comme ça pour les démos.
pour les démos de logiciels. Alors, oui, voilà, tarif, Ludovic répond que les tarifs sont plutôt affichés pour les offres en SaaS, bien évidemment. Alors, donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, bonjour, nos clients ne veulent pas communiquer sans accord de leur service de com et dans ce cas, c'est pratiquement impossible d'avoir des réponses. Voilà, client grand groupe. Oui, malheureusement, ça c'est la problématique des grands comptes. Ça arrive très bien que ça bloque justement au niveau du com ou ça peut débloquer mais ça prend beaucoup de temps. Bah, malheureusement, là, on n'a pas grand-chose à faire. Peut-être il faut juste chercher des bénéfices. Il faut démontrer les bénéfices qu'ils vont avoir aussi en échange de ce témoignage, en leur démontrant que ça sera gagnant-gagnant. Par exemple, s'il s'agit d'une vidéo, ça sera gagnant-gagnant parce qu'on va aussi parler de leur entreprise, de leurs problématiques, de leur métier. Donc, il faut peut-être le présenter sous cette forme-là, sous cet angle-là. Quelle est la meilleure position pour les boutons des réseaux sociaux? En haut, en bas? Il faut les mettre et en haut et en bas. Donc, s'il s'agit des boutons pour accéder à des pages Facebook, LinkedIn, Twitter, etc., à vos pages entreprises, il faut les mettre et en haut et en bas. En tout cas, ça se fait comme ça. Alors, donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Doit-on mettre un bandeau d'acceptation de récupération des cookies si nous utilisons juste oui? Si nous utilisons juste Google Analytics. Oui, oui, complètement. Si vous utilisez Google Analytics, c'est-à-dire vous collectez énormément de données. Donc, c'est pas juste un petit code de tracking d'un routeur email ou autre. Non, Google Analytics, oui. Donc là, vous devez mettre un bandeau de notification sur les cookies. Alors, que faites-vous d'une voix à l'image dans la publication des cas clients, des témoignages? Ben, encore une fois, ça, il faut le voir avec les clients directement. Il y a des contrats que vous pouvez signer, donc par rapport à ça, ça se voit directement avec le client. Pour une démo, vous conseillez de montrer les écrans du logiciel ou plutôt de faire une animation plus ludique. Ben, pour une démo, quand c'est une démo de logiciel, bien sûr, il vaut mieux faire une vraie démo, c'est-à-dire regarder comment ça marche, parce qu'avec les écrans, c'est quand même pas très compréhensible des fois. Donc, il vaut mieux faire une vraie animation. Voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, de les envoyer directement donc, sur notre site ou à mon adresse email directement que vous devez avoir. En tout cas, ce webinaire était enregistré, donc si vous avez après des questions, vous pouvez le regarder à nouveau ou vous pouvez encore une fois envoyer les messages directement ici. Je vous remercie de votre participation, de vos questions et je vous invite, je vous attends au prochain webinaire et je vous souhaite un bon appétit. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. Au revoir.